de suite avec le premier bloc de gros contenu, les formats légaux. Donc, en fait, de définir là, à titre plus théorique ce qu'est l'habitation que vous désirez. Donc, je commence par vous expliquer le principe du continuum en logement. Donc, le continuum en logement, en fait, c'est l'idée qu'on va avoir un type de logement pour chacun des besoins. On a trois grandes catégories dans le continuum en logement. On a les filets de sécurité, les maisons d'hébergement d'urgence, les logements avec service. On a, donc, dans les logements avec service, on peut penser, entre autres, que ce soit à court ou long terme, aux HLM, qui sont des logements qui sont toujours, en fait, appuyés par le gouvernement. C'est nécessaire que le gouvernement vienne toujours réinvestir, ils sont, par définition, à perte. On a ensuite des logements locatifs subventionnés. Ça peut comprendre des coopératives d'habitation, des organismes à but non lucratif. Je vous expliquerai mieux là, les différences tantôt entre ces deux choses-là. Donc, soit ça peut être des subventions à la construction ou en continu ou à travers les deux. Ça va vraiment dépendre des projets. Il y a des programmes comme le programme PSL qu'on appelle le programme de supplément au loyer qui peut être implanté dans des projets là, pour aider des ménages à payer leur loyer. Ils vont recevoir une aide à chaque mois à ce moment-là. Finalement, la dernière catégorie, ben, c'est les logements du marché. Donc ça, en fait, c'est les logements là, classiques qu'on connaît, qui sont définis par le marché, par l'offre et la demande, que ce soit pour les propriétaires, donc par exemple le prix des maisons, ou pour les locataires, donc le prix d'un loyer. L'idée, en fait, là, du continuum de logement, puis mon rôle là-dedans, c'est vraiment de s'assurer qu'on va avoir comme tous les niveaux ou toutes les marches de l'escalier dans notre brochette pour pas que les gens manquent une partie de l'offre puis tombent en bas. Si, par exemple, je peux pas me payer une maison unifamiliale puis que j'ai pas nécessairement envie d'être en loyer ou en loyer subventionné, je suis capable de me payer une coop ou je suis capable de me payer un autre type de logement, mais si on peut offrir ça à la personne, ça va lui donner plus d'indépendance. Alors, excusez-moi. Au niveau des logements qui sont hors marché, donc les logements qui ne sont pas soumis au prix du marché standard, ça va être mon collègue Guillaume Brien qui va vous présenter ces deux catégories-là. Je peux tout de suite faire apparaître les coops. Oui, ben bonjour à tous et toutes. Merci d'être là en si grand nombre. C'est super. Bravo pour la mobilisation. Donc, les coops créés sans autopromotion, c'est autogéré. C'est les gens qui vont habiter dans le projet d'habitation, qui vont apprendre à gérer leurs propres finances, tous les suivis immobiliers et toute la vie associative de leur projet. Donc, ensuite, on a des coopératives de locataires, plus récemment de propriétaires. Ça fait 1 an et demi qu'il en existe. 2 au Québec, dont une est dans la MRC de Quaticook, à Waterville plus précisément, donc c'est vraiment novateur. Mais de façon générale, depuis plus de 40 ans, les coopératives d'habitation vont faire signer 2 bails à leurs membres. C'est-à-dire un bail de location, comme on voit en général, plus un bail qu'on appelle un contrat de membre. Donc, les gens qui vont venir vivre dans la coop vont signer un contrat dans lequel ils s'engagent à participer aux activités. Et rapidement, ils vont comprendre que plus ils s'impliquent, plus ça a une incidence sur leur coût de loyer à chaque année, puisqu'ils participent aussi à la décision sur l'augmentation du coût de loyer. On aimerait tous choisir un 0 augmentation versus un 5, 10 ou 15 $, mais rapidement, les gens comprennent qu'ils y habitent, s'ils veulent garder une qualité de vie puis une qualité de logement dans leur coop, ben, ils vont s'augmenter à chaque année. Donc, c'est une participation très active. Depuis des années, des gens disaient ce qu'on pourrait réussir à développer des coops où on en devient en partie propriétaire. Donc, c'est possible maintenant et ça existe, des coops de propriétaires. On pourra en reparler un peu plus loin s'il y a plus de questions là-dessus. Mais, donc, c'est la coopérative qui est une entité, qui est une entreprise qui est propriétaire du bâtiment et qui va louer à chaque individu son unité. Donc, comme je vous disais, chacun fait sa part et il y a une aide, dans le fond, moi je suis directeur de la fédération, il y a 55 coops en Estrie. Si dans la MRC, on en a 4 actuellement, en fait 5 avec la coop de propriétaires, donc on est tout près d'une centaine d'unités pour l'instant. Les OBNL, vous aurez compris que les coops, c'est les gens qui habitent, qui le gèrent. Dans l'OBNL, organisme à but non lucratif, avant on appelait ça organisme sans but lucratif. Et ben, dans le fond, c'est la gestion et la création d'un projet fait par un organisme. Encore là, c'est une entreprise.
et ça répond à une vaste gamme de populations qui a différents besoins. On peut avoir pour des personnes avec des handicaps, des déficiences, des vulnérabilités. Ça peut être pour des personnes âgées ou autres. Donc, par exemple, à Quatico, il y a le projet Estia, qui est un projet d'habitation qui a été adapté. Tous les logements sont adaptés pour les personnes qui vivent avec certains handicaps. Donc, à ce moment-là, ça va être géré par des gens, certaines personnes qui y habitent et des gens de l'externe qui ont à cœur ce type de projet-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les OBN. Ces deux structures-là n'appartiennent pas à l'État. Ils vont avoir une subvention d'aide au départ et ils peuvent avoir une aide pour certains individus. Si on prend les coops, on va avoir 3 personnes sur 10 qui peuvent avoir une aide de façon en moyenne, de façon générale. L'OBNS, ça va dépendre si la clientèle est toute plus vulnérable, ben, il peut avoir une majorité de gens qui ont une subvention. Ça, c'est les deux premiers. Donc, on appelle le logement communautaire de façon générale. Merci. Puis, vas-y. Ben, dans le fond, c'est un bel exemple ici. Il y a eu des chercheurs qui ont fait plusieurs pays à travers le monde, puis ils ont dit, ben, c'est dans ce projet-là qu'on aimerait vieillir. Ils faisaient vraiment recherche, voir des types de projets pour aînés à travers le monde. Puis ils ont dit, c'est à Racine, entre autres, puis il y en a maintenant un peu partout en Estrie et au Québec. C'est un projet, c'est 20 unités pour aînés. On est à Racine, donc 800-900 habitants environ. Et ce projet-là, c'est vraiment les aînés. Il y a une communauté autour de ce projet-là. Vous voyez, c'est de la brique, c'est en bois et briques, mais c'est vraiment l'esprit derrière ce projet-là, un projet communautaire porté par sa population. Donc, c'est lié avec l'école, c'est lié avec énormément de projets. Mais ce qui est important, dont, entre autres, quand on rentre dans le projet, il y a tout de suite la salle communautaire auquel les gens viennent faire toutes sortes de rencontres. C'est très ouvert sur la communauté, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont différents slogans. Je vous en donne un ou deux. Le premier, c'est on est peut-être rendu à la veillée de notre vie, à la soirée de notre vie, mais la soirée va être longue puis on va avoir du fun. Donc, rapidement, ça donne l'ambiance sur comment ça se passe là. Et ils ont vu, là, ça va bientôt faire une vingtaine d'années que le projet existe, ils ont vu que les gens, parce qu'un autre de leurs slogans, c'est que les coops pour aînés, c'est un antidote au vieillissement. Alors, ça n'empêche pas de vieillir, mais ils ont réalisé qu'il atteignait un certain plateau, un certain équilibre de santé grâce à la vie communautaire qu'il y a dans le projet et que souvent, quand venait le jour du grand départ, ben, la veille ou la journée même, ils étaient en train de rire, en train de jouer et pourtant, ils sont très impliqués dans le projet, peu importe l'âge. Et c'est ça qui les maintient. Ils se sentent aimés, ils se sentent utiles et ça les maintient là, vraiment en vie longtemps et heureux. Je pense que c'est vraiment une belle offre, un beau modèle, là, les coopératives pour aînés. C'est pas obligé là, d'être un type d'aîné très précis. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand tu as géré tes choses toute ta vie, tu as géré ta maison toute ta vie, tu n'as pas nécessairement envie là, d'aller en résidence privée puis de te faire gérer par quelqu'un d'autre, finalement. Ben, la coop pour aînés, c'est ça que ça permet. Tu décides toi-même, en groupe, de ce que tu veux faire. Puis après, ben, il y a toute une communauté derrière ça. Le jour où tu tombes malade, le jour où tu vas moins bien, ben, tu t'es fait des amis, tu t'es fait des connexions profondes qui vont être là pour toi aussi. Tu n'es pas tout seul dans ta chambre. Fait que il y a plein d'études là, qui ont démontré, comme Guillaume disait, là, pour la qualité de vie, la durée de vie, l'implication citoyenne, la connexion avec la communauté aussi, que c'est vraiment un modèle super intéressant. Puis, c'est pas parce qu'on crée une coop pour aînés qu'elle est fermée sur le monde, puis qu'elle est non plus là, qu'elle est fermée, par exemple, juste aux 75 ans et plus ou juste aux 70 ans et plus. C'est possible de faire ça assez large comme modèle, là. Je sais pas si tu as l'âge minimum, Guillaume, en tête, mais il me semble que c'est quand même jeune, là. Ben oui, ben dans le fond, ces projets-là, ce type-là, c'est 75 ans et plus maintenant, autour de 70 maintenant, mais on a fait des projets un peu dans le même esprit où là, on commence plus jeune aussi, donc il y a vraiment une diversité possible, là. Puis tu le mentionnais au niveau, il faut vraiment briser l'isolement. L'isolement des gens là, dans leur maison, leur logement ou peu importe leur milieu de vie, et devient un fléau et comment je dirais ça, accentue différentes maladies par l'isolement puis la solitude. Donc, c'est assez fascinant actuellement. Ça, c'est le type de projet qui vient un peu briser là, ces cercles-là là, négatifs pour nos aînés. Merci. Alors, maintenant, ben, il existe aussi les propriétés à capital partagé. Guillaume, veux-tu faire cette partie-là aussi?
Oui, certainement. Nos voisins au Vermont, entre autres, mais il y a un peu partout aux États-Unis, mais au Vermont, entre autres, ont vraiment développé ce qu'on appelle la Community Land Trust. On était plusieurs à travers le Québec à s'intéresser à ce type de projet-là. Il y en a au Danemark, en Suisse, dans les pays scandinaves et ailleurs, mais particulièrement au Vermont. En tout cas, il y avait une température qui ressemble aux miennes, aux nôtres aussi. C'est tout ce qu'on appelle le foncier solidaire. Donc, comment faire pour arriver à geler des terrains de façon même juridique et de pouvoir les garder à vitam aeternam sous forme là, de biens fonciers solidaires pour leur garder une vocation aussi solidaire. Donc, il y a plusieurs projets qui sont en train d'émerger un peu partout. Dans notre coin aussi, en Estrie, là, coin de Sutton, entre autres. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, concrètement, ça protège la spéculation immobilière, l'abordabilité perpétuelle aussi. On vient définir, caractériser ce territoire-là ou ce terrain-là. On investit la mise de fonds, on reprend une part de la plus-value. Le ménage conserve 100% de son investissement parce qu'après ça, on va faire un projet sur ce terrain-là ou des projets qui est ainsi là, coupé du marché. Le terrain peut appartenir à un OBNL, on peut faire un projet coop dessus, etc. Il y a plein de possibilités, mais retenez qu'il y a un moyen de dire, il y a un terrain, un endroit que je vois, on pourrait en faire une fiducie foncière, c'est le terme. Il y a plusieurs organismes qui peuvent accompagner aussi pour faire ça. Valérie est une bonne porte d'entrée pour ça. Puis voir toutes les étapes pour éventuellement y faire des projets d'habitation ou même des projets agricoles spécifiques qui vont rester à perpétuité. Et je vous ai mis un exemple là, qui n'est ni des États-Unis ni du Canada. En fait, c'est le c'est à Bruxelles, c'est le Abbey Koilitz. Excusez mon accent. Donc ça, en fait, c'est un modèle intéressant. De un, c'est une copropriété, c'est un modèle à capital partagé, donc où est-ce que les gens, quand ils revendent, ils reçoivent une petite partie de la plus-value. L'organisme garde la majorité de la plus-value. Mais qui permet en fait l'accessibilité assez tôt dans le cours d'une vie. Donc, en fait, ce projet-là, c'est un bâtiment qui allait être détruit. L'organisme non lucratif a acheté le bâtiment pour créer un modèle d'habitation à capital partagé, donc qui va être 9 appartements de 1 à 4 chambres, donc vraiment des loyers qui visent l'abordabilité, ils visent la mixité. Puis en fait, en attendant de pouvoir mettre sur pied un projet, que ce soit coop ou BNL, ce type de modèle-là, ça prend plusieurs années à développer. C'est 3 à 5 ans qu'on dit habituellement que ça prend à développer. Eux, ils ont déjà un bâtiment existant. Donc, en attendant, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec un organisme du milieu, puis ils ont laissé le bâtiment accessible pour faire des logements temporaires pour les sans-abri, puis aussi pour développer des projets expérimentaux pour des jeunes entreprises qui ont besoin des locaux. Donc, c'est le fun de voir qu'en fait, il y a une façon de réfléchir le bâtiment existant pour pas qu'il qui servent à rien pendant plusieurs années, mais au contraire, qui viennent vraiment appuyer la communauté en attendant de leur offrir quelque chose de plus permanent. Donc, ce projet-là, il a été choisi, entre autres, pour son emplacement dans un quartier qui avait une valeur grandissante, bondissante. Donc, les gens se doutent bien là, que les anciens résidents pourront peut-être plus se payer des nouveaux loyers, des nouvelles propriétés. Donc, ils vont faire ce projet-là, ça va le protéger de la spéculation. Puis, ça permet là, de récolter du capital pour ensuite pouvoir réinvestir sur de nouveaux projets. Donc, toujours l'idée qu'à long terme, ce projet-là va pouvoir faire des bébés puis continuer là, de faire de plus en plus de logements abordables. Peut-être juste une parenthèse là-dessus. Je sais que ça passe vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un projet, vous rêvez d'une façon, d'en parler à Valérie, puis elle va pouvoir vous accompagner dans les prémices de cette réflexion-là. Elle pourra vous guider vers quel type de formule, parce que juste expliquer chacune des formules, on pourrait passer la soirée pour chaque formule ou chaque façon de faire. Fait que l'idée, c'est plus de réfléchir et d'élaborer votre rêve puis votre idée. Puis là, on vous accompagnera pour vous dire quelle formule pourrait le mieux y répondre. Exact, c'est ça. Ce soir, c'est la soirée des possibles. Ouais, et des impossibles aussi. Il va y avoir des limites tantôt pareil. Alors, au niveau des espaces partagés. Donc là,
On a parlé là, un peu avec les années de l'importance de la communauté. Les recherches prouvent que plus une communauté est soudée, plus elle travaille ensemble, plus il va y avoir d'effets bénéfiques en fait à cette communauté-là. C'est très en demande, là, tous les modèles d'espace partagé. Donc ce soir, je vous en présente 3 catégories, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les espaces partagés, en fait, c'est plus comme une gradation. On peut partager presque rien, puis on peut partager de plus en plus de choses. Nous, on vous l'a divisé là, en 3 types pour que ce soit un peu plus clair dans vos têtes, mais c'est ça. C'est un monde de possibles. Donc, la copropriété, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une catégorie d'espace partagé où on veut, où on a besoin en fait du minimum d'échanges. Je vous dirais, c'est la base dans l'espace partagé. L'idée, là, c'est de créer une collectivité avec une grande vie privée. Donc, par exemple, on peut avoir des maisons unifamiliales sur des terrains privés, puis avoir un terrain en copropriété. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'on peut voir des gens quand on veut. Donc, si je sors dehors et que j'ai envie de voir quelqu'un, je vais pouvoir le voir, mais si j'ai pas envie de voir quelqu'un, je vais pouvoir faire ma vie sans croiser personne. Ça permet d'avoir une résidence privée classique, mais de générer quand même un effet de communauté et d'entraide. Ça, c'est comme le plus privé des copropriétés. Maintenant, il faut comprendre qu'on peut avoir des copropriétés de plus en plus communes, puis des espaces de plus en plus partagés. La catégorie moyenne, que je vous dirais, c'est le cohabitat. Le cohabitat, on en entend beaucoup parler au Québec. Il y a eu un super projet novateur là, qui est Cohabitat Québec, qui a vraiment mis la table pour ce genre de projet-là. En fait, c'est dans un cohabitat, généralement, on va partager des services d'appoint à notre vie, à notre mode de vie. Donc, en fait, l'idée, là, c'est qu'on va diminuer les besoins de l'espace privé, mais qu'on va quand même pouvoir être autonome dans son loyer, dans son espace privé. C'est pas nécessairement des loyers, ça peut être des maisons, ça peut être des maisons de ville, ça peut être des condos, ça peut être de l'abordable. Là, on est vraiment dans l'espace qui est partagé. Donc, dans le cohabitat, souvent, on va partager, là, par exemple, une salle de lavage, une grande cuisine commune, mais on va avoir une petite cuisine dans son espace privé. On peut partager des salles de jeu pour les enfants, des salons. On peut partager des ateliers de réparation, des grands rangements de vélos. Donc, des pièces, en fait, qui vont servir vraiment à soutenir notre vie, mais qui sont pas essentielles à notre quotidien. Donc, l'idée qu'on peut garder de ça, c'est que je vais croiser des gens chaque jour et que je vais les côtoyer chaque semaine lors d'une activité quelconque. Ensuite, la 3e catégorie qui est la plus partagée, c'est le co-living. Le co-living, en fait, ça le dit à travers le mot. Vous excuserez l'anglais, là, je n'ai pas trouvé d'équivalent francophone, mais en fait, c'est qu'on va partager notre vie complètement. Donc, on a un petit espace privé. Souvent, ça va être une chambre, une petite salle de bain. Des fois, il peut y avoir une cuisinette. Je vous dirais de vous mettre en tête une belle chambre d'hôtel ou une unité pour une résidence de personnes âgées, en fait. Donc, ça nous permet d'avoir un petit espace privé, mais on doit obligatoirement passer un moment chaque jour avec ses colocataires. C'est ça le co-living. Donc, on va partager la cuisine dans laquelle on mange nos vrais repas et qu'on prépare nos repas. On va partager notre entrée, on va partager notre salon. Donc, c'est vraiment une vie commune dans notre quotidien. Juste avant que tu changes, s'il te plaît, ça donne un bon éventail. Juste pour faire le pont, tantôt on parlait de coop ou d'OBNL, la copropriété est celle privée, comme on voit à l'écran. Entre la copropriété et le cohabitat, c'est la coop de propriétaires qu'on pourrait y mettre, qui est comme du condo coop. Alors, on est entre deux. On n'est pas pleinement dans le cohabitat. J'ai accompagné pendant les 4 premières années de vie le cohabitat à Québec. Fait que c'était une belle expérience aussi. Je pourrais vous en parler longtemps. Puis, dans la copropriété, ce qu'on voit, c'est que souvent, la copropriété privée, il y en a qui se créent une belle relation avec les gens. Mais à la base, souvent, l'attitude, c'est je vais essayer de l'acheter au meilleur prix possible, mettre le moins de sous possible quand je suis là, puis essayer de le revendre le plus cher. Donc, c'est quand même un parcours assez individuel. Fait qu'on se disait comment on peut allier la beauté des coops d'habitation, tout ce que ça apporte, et la plus-value d'avoir une acquisition, ben c'est là qu'est née la coop de propriétaires, là, dont une dans la MRC. Pour ça, j'en parle plus. Puis le co-living, ben ça se rapproche assez de la commune qui a été plus connue à une certaine époque des années 70. Ça revient, pas de la même façon, je vous dirais, mais par exemple, entre autres, à Sutton, on sort un peu de la MRC, mais à Sutton, il y a la coop Vive, où là, ils ont
acheté une maison. Je parle aux urbanistes, là. Ils ont acheté une maison, puis il y a une réflexion de la municipalité. Est-ce qu'on accepte qu'une coop devienne propriétaire de cette maison-là et qu'il y ait plusieurs personnes qui y habitent? Alors, il y a eu toute une réflexion, puis on dit oui, c'est le genre de vivre autrement que les gens recherchent énormément. Puis, comme de fait, ce projet-là fait beaucoup parler de lui là, dans tout son esprit et sa façon de faire. Fait que je reviens sur notre RMRC. Il y a plein d'initiatives ou d'idées actuellement de vivre autrement. Fait que ça peut prendre plusieurs couleurs. Puis c'est ça, je pense que c'est aussi important de comprendre que des couches peuvent se superposer. Fait qu'on peut mettre une coop avec un cohabitat, avec un projet intégré, par exemple, ou les autres couches là, de forme plus physique qu'on va voir tantôt, puis faire un assemblage. Souvent, un projet, là, c'est pas juste une chose, c'est un mélange, un amalgame de plein d'idées différentes qui vont permettre, en fait, que ça va être possible. Donc, un exemple de cohabitat. J'ai pas choisi le Cohabitat Québec. Vous allez trouver plein d'informations là-dessus sur Internet. Je voulais vous présenter, en fait, un modèle de cohabitat qui, de un, est établi depuis longtemps, puis de deux, c'est un cohabitat qui est abordable, donc qui est très accessible et qui est axé sur le développement durable. Donc, ce projet-là, en fait, c'est le Burlington Co-Housing. Donc, c'est à Burlington aux États-Unis. C'est quand même un projet chez nous. Et en fait, ce projet-là, c'est vraiment axé sur la mixité. Donc, on voit là leur définition sur Internet, c'est des gens de différents parcours, culture et éducation qui partagent des valeurs communes. Donc, c'est vraiment axé sur les valeurs et non sur le budget des gens ou leur parcours d'éducation. Donc, c'est 12 maisons de ville, 2 maisons unifamiliales et 18 logements locatifs. Donc, on voit là dans le spectre de logements, là, il y a un beau mélange de différentes typologies de personnes. C'est du multigénération aussi. Ça a été construit en 2007. Puis là, vous allez voir dans les services communs, là, ils ont vraiment développé une volonté d'autonomie en fonction de ce projet-là. Donc, ils vont aller là jusqu'à faire de l'apiculture, ils ont des étangs, ils font leur propre compost, ils collectent leurs eaux de pluie, ils font leur propre énergie solaire. On sait qu'aux États-Unis, l'énergie est moins propre qu'ici, c'est plus un enjeu. Ils ont des aires de jeu communes pour leurs enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment là, un projet de communauté qui est intéressant à aller lire. Peut-être en ajout, il se développe toute une culture d'entraide aussi qui est propre à chaque projet, là, mais dans le fond, il y a toute cette culture-là où on s'entraide, on brise l'isolement, on voit ce que ça va, besoin de quelque chose. Il y a toute une culture du partage, là. Ils n'ont pas 35 tondeuses, il n'y a pas 35 brouettes, etc. Ils se créent rapidement, bon, est-ce qu'on se fait un atelier, qu'est-ce qu'on met en commun? Puis là, ben, collectivement, on est capable d'avoir encore plus d'idées et surtout d'y contribuer là, pour les mettre en branle.